Voilà, donc pour l'image de cette église où on attend le cercueil de Lola et cette foule qui se densifie, l'importance, on en parlait évidemment, de l'hommage qui lui sera rendu, de la présence de beaucoup de monde face à l'horreur. Maître Slama, cet avocat au barreau de Paris, c'est important aussi pour les parents que l'enquête avance, qu'il y ait un procès très certainement. On ne sait pas d'ailleurs s'il y aura un procès, parce qu'il va falloir déterminer si cette femme peut se rendre devant un tribunal. Voilà, ça veut dire qu'il y a deux choses qui, je pense, sont déjà difficiles aujourd'hui pour la famille et les proches de la victime. La première chose, c'est qu'on va maintenant s'inscrire d'un point de vue judiciaire dans le temps long. Ça veut dire que l'information judiciaire vient d'être ouverte. Ça va durer, je pense, à minima 18 mois. Et si procès, vous avez raison de le rappeler, si procès il y a, ne devrait pas avoir lieu peut-être avant 2024, voire 2025. Donc c'est un temps qui est très long, qui est nécessaire pour le deuil, et je ne parle même pas de l'éventualité d'un procès en appel, sachant que d'ici ces procès-là, on aura d'autres moments judiciaires qui seront sans doute difficiles pour la famille, à savoir bien sûr des auditions, à savoir ce qui est en général très difficilement vécu, une reconstitution des faits. Ça veut dire qu'on retourne à l'endroit des faits et on essaye de comprendre précisément, mètre par mètre, ce qu'il s'est passé dans les gestes et dans les actions de chacun. Et la dernière chose que je voudrais dire, vous avez raison de le souligner, c'est qu'on ne sait pas à cette heure-ci si jamais la personne qui est aujourd'hui mise en examen et incarcérée sera jugée, car il peut y avoir une abolition du discernement, ce qui fera qu'elle ne sera pas déclarée responsable de ses actes. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de procès et le processus se poursuivra à un autre niveau, c'est-à-dire en hôpital psychiatrique. Voilà le temps du recueillement, alors que le cortège de Lola est arrivé devant cette collégiale Saint-Omer. Vous voyez cette foule, ces ballons blancs qui sont là pour lui rendre hommage, ces fleurs, ces anges qui ont été déposés. Et cette foule qui attend silencieuse, évidemment, la sortie du cercueil qui entrera dans l'église pour la cérémonie qui doit commencer maintenant dans une heure. Juste un mot aussi sur l'enquête. Bruno Pomar, c'est vrai que les enquêteurs sont allés très vite. On l'évoquait avec Mélanie Vecchio. La suspecte qui est aujourd'hui en prison a laissé beaucoup d'indices derrière elle, comme si elle ne cherchait pas à cacher ces faits. Cette enquête est allée très vite, mais il y a encore beaucoup de points à éclaircir et là aussi ça prend du temps. Ah ben oui, énormément. Comme vous le disiez, maître, un instant, la responsabilité pénale, est-ce qu'elle sera ou pas justifiée? On ne le sait pas encore. Il faut laisser le temps au temps et aux enquêteurs surtout de pouvoir travailler sur tous les éléments, à charge et à décharge pour la personne qui est soupçonnée ou suspecte de cette barbarie, de cet acte de barbarie. Mais c'est vrai que c'est un gros travail qui va demander évidemment d'entendre les complices, d'entendre beaucoup de monde pour reconstituer, je dirais, cette tragique histoire. Donc c'est un travail qui est long des enquêteurs pour pas se tromper. En même temps, c'est vrai qu'elle a quand même reconnu certains faits. Donc est-ce que le discernement il y a eu ou pas? Voilà, ça va être tout un sujet où les psychiatres et autres vont devoir travailler avec acharnement, je dirais, pour trouver la vérité. Et ça, c'est important pour la famille, parce que la famille doit savoir ce qui s'est passé réellement, surtout dans des secteurs comme on le voit aujourd'hui. C'est des villages où tout le monde se connaît, donc tout le monde a envie de savoir la vérité. Et je crois que c'est important que les enquêteurs puissent travailler. Mais bon, on a des spécialistes au niveau de la criminelle qui sont au top niveau pour ce genre d'affaires. Jérémy Père, vous êtes à Lillers. On a vu le cortège, le corbillard qui transporte le cercueil de Lola arriver. On a le sentiment, vu d'ici de Paris, qu'il y a un silence en respect à cette petite fille, en hommage qui règne autour de vous. Oui, absolument. Tous les visages des personnes qui sont venues rendre hommage à Lola sont tournés vers l'entrée de cette église. Les portes viennent d'être ouvertes. Vous voyez les personnes des pompes funèbres qui sont juste devant cette porte de cette collégiale Saint-Omer. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes, pas un bruit, pas un mot, avec ses yeux rivés donc sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Juste devant eux, il y a des fleurs blanches qui ont été déposées par des habitants de la région, et pas que d'ailleurs, et qui sont venus aussi laisser un mot, et qui avaient besoin et envie de venir se recueillir ici. Pas un bruit, pas un mot, encore une fois. C'est assez impressionnant. Ils sont venus se rendre hommage à Lola, parce qu'il va se passer cet après-midi. Les portes sont ouvertes, le cercueil de Lola va être amené à l'intérieur de cette église. Un temps
être permis et ouvert pour les personnes qui veuillent venir lui rendre hommage avant que la cérémonie liturgique ne commence vers 14h30. Il y aura ensuite un autre temps pour les personnes, les habitants, les connaissances de Lola, pour venir encore une fois se recueillir devant ce cercueil, pour le bénir aussi s'ils le souhaitent, avant l'inhumation qui aura lieu dans de strict, d'un point de vue uniquement avec la famille dans le cimetière de la ville. Il n'y a pas un bruit ici et ils attendent donc les habitants, les proches, que cette cérémonie commence donc dans les minutes qui viennent. Jérémy Pierre, juste une question, parce que vous êtes sur place et que vous voyez les abords de cette église. Est-ce que la foule est en train de se densifier? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Oui, les personnes commencent à arriver. Thomas Loriot va essayer de vous montrer. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes le long de cette rambarde sur ce parking, parce que tous ne pourront pas rentrer à l'intérieur de l'église. Il n'y a que quelques 500 places possibles à l'intérieur. Et cette cérémonie sera retransmise de façon audio sur ce parking. C'est pour ça qu'ils sont en train d'arriver ici. Il y a un chemin, tout est balisé pour que cette cérémonie se passe de la façon la plus sereine possible, avec aussi beaucoup de policiers tout autour, dans le village d'abord, et puis ensuite autour de cette église, pour que la famille puisse se recueillir de la manière, encore une fois, la plus sereine possible. Voilà donc pour cette image de cette église où vont être célébrées les obsèques de Lola. Ça va commencer dans 1 heure maintenant, et la foule va pouvoir venir se recueillir autour de son cercueil qui va être sorti de ce corbillard qui est arrivé il y a quelques minutes. Il est parti d'Anzin tout à l'heure, la direction Lillers, là où nous sommes. Lillers, c'est la commune d'origine de la maman de Lola, 12 km. Et vous voyez ce cercueil qui est arrivé et la foule qui va pouvoir venir se recueillir. Laure Le Sal, c'est vrai que c'est un moment fort. Les parents vont être observés. Ces parents, comment peuvent-ils tenir face à ce drame? Qu'est-ce qui peut les soulager peut-être aujourd'hui? Les mots des uns, cette cérémonie, est-ce qu'ils peuvent trouver du réconfort dans ce temps-là? Ils peuvent trouver du réconfort dans le soutien qu'ils vont obtenir, ça c'est certain. Après, il s'agira de les écouter aussi longtemps que possible, parce que parfois, certaines personnes qui vivent des choses comme ça peuvent s'entendre dire qu'il faut tourner la page, etc. Enfin, c'est vraiment des écueils à éviter. De les écouter le plus longtemps possible et de les accompagner, dans leur parcours de reconstruction. Est-ce qu'on se remet d'abord d'un enfant comme ça, dans ces circonstances? On l'oublie pas, et on ne l'oublie pas. Et certains deuils pathologiques peuvent justement consister à faire de la souffrance quelque chose qui honore en quelque sorte la présence de l'enfant. Il va s'agir pour ses parents de décorréler la souffrance du deuil, c'est-à-dire de faire leur deuil en essayant d'abréagir la charge émotionnelle pour pouvoir faire quelque chose de leur vie sans oublier leur enfant. Ça va être un défi. Ouais. Maître, comment vous accompagnez, je ne sais pas si vous avez été exposé à ça, des clients peut-être qui attendent des réponses. Vous avez dit ça pourra prendre 1 an, 2 ans et peut-être pas de procès à la fin. Comment on accompagne des parents comme ça? On essaye de faire beaucoup de pédagogie. Parce que c'est vrai que le vocable judiciaire, par exemple, n'est pas toujours parfaitement compréhensible dès la première fois qu'on l'entend. Par exemple, entendre que la personne qui a commis les faits peut être déclarée irresponsable, c'est quelque chose qu'on peut ne pas du tout comprendre à première vue. Et donc là, on doit expliquer ce qu'est la responsabilité, ce qu'est le discernement. Responsabilité, par exemple, vient du latin respondere, répondre de. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas commis les faits, ça veut dire qu'elle ne peut pas en répondre dans la mesure où il y a eu une abolition du discernement. Donc on essaye de faire de la pédagogie et d'expliquer que l'abolition du discernement, qu'est-ce que cela signifie par exemple? Cela signifie qu'en France, et d'ailleurs en Occident depuis des siècles et des siècles, on considère qu'on ne doit pas juger les fous. C'est quelque chose, encore une fois, qui peut être difficile à appréhender et à accepter lorsque on est les parents d'une victime, comme c'est le cas présentement. Mais on essaye de faire beaucoup de pédagogie et d'expliquer pourquoi c'est long, pourquoi est-ce qu'il est important d'entendre chacun des témoins, direct ou indirect, pourquoi les magistrats instructeurs finalement ne font pas les choses rapidement, comme on peut entendre parfois des appels, parfois une justice rapide, populaire, etc. Mais on prend le temps d'expliquer pourquoi la procédure pénale est si importante, pourquoi aussi, et ça c'est pas toujours compréhensible, pourquoi est-ce que la personne accusée a des droits
a le droit à un avocat? Pourquoi est-ce qu'il est important qu'elle se défende? Tout à l'heure, on a dit, elle a reconnu les faits. Encore faut-il s'entendre sur quels faits elle a reconnu, parce que les choses en général ne sont pas si binaires que ça. On peut reconnaître être présent, ne pas avoir tout fait. On ne connaît pas le détail encore du dossier, mais sans doute que certaines choses seront contestées du côté de la défense, et c'est son droit. Et c'est totalement son droit. Et donc oui, c'est un travail de pédagogie et un travail, encore une fois, parfois presque d'interprète du vocabulaire judiciaire que l'on doit faire lorsqu'on accompagne des familles. Benoît Ballet, nous retournons du côté de l'Hilaire. Évidemment, les parents de Lola sont là. Oui, ils viennent de sortir d'une berline noire. Ils ont salué les autorités locales présentes, le préfet du Pas-de-Calais, le sous-préfet de Béthune. On a également pu voir la maire de l'Hilaire qui était présente. Vous le voyez sur les images en direct de Morgane Dumont. Le cercueil de la petite Lola s'apprête à être extrait du corbillard et puis porté par la suite à l'intérieur de la collégiale Saint-Omer. On a pu voir les parents de Lola avec la mère de Lola qui porte des lunettes de soleil, on l'imagine, pour ne pas que sa peine soit visible de tous. Voilà, le cercueil de Lola est en train d'être sorti du corbillard, un cercueil blanc. Il est transporté par les pompes funèbres à l'intérieur de l'église. Difficile de vous en dire plus. Nous sommes cachés par le corbillard. Nous avons pu apercevoir le père de Lola également, qui attend derrière toujours ce corbillard le cercueil donc de la petite Lola, un cercueil blanc qui va être cheminé à l'intérieur de l'église, et à partir de ce moment-là, les personnes présentes vont pouvoir venir se recueillir devant la petite fille pendant 45 minutes. Ensuite, la cérémonie liturgique démarrera avec des chants, des lectures de textes d'évangile, et puis un mot de l'évêque d'Arras, qui est en train de parler. Vous le voyez à l'instant à la famille de Lola, aux deux frères, aux plus jeunes frères, ainsi que à l'aîné de la famille. Écoutez, ce sont des moments qui sont évidemment très difficiles à décrire. On perçoit d'ici, vous voyez avec ces signes de réconfort que la famille se donne, parce que ce moment est évidemment extrêmement difficile. Il est même très compliqué pour moi de trouver les mots, mais voilà, on sent bien que cette famille est extrêmement peinée. On l'imagine sans peine, alors que le cercueil de Lola vient tout juste d'être extrait, vient tout juste s'apprête à rejoindre l'intérieur de la collégiale Saint-Omer. Benoît, une question encore, alors que l'on voit évidemment la famille de Lola. Comment les parents ont-ils été accompagnés cette semaine, Benoît? Écoutez, les parents se sont isolés dans le village dont était originaire le père de Lola. Ils ont, alors que je vous parle, nous venons de voir le cercueil de Lola qui vient d'entrer dans l'église, et les parents, la mère de Lola ainsi que son fils, le frère de Lola, qui se dirige à l'intérieur. Ils sont suivis d'amis, de la famille, de proches, et ce sont justement ces proches et ces amis qui les ont accompagnés depuis plus d'une semaine que les parents de Lola et leur famille se sont donc réfugiés en quelque sorte dans le village de Foucreuil, parce que ils nous l'avaient dit quand nous avions pu les rencontrer il y a quelques jours à Paris. Ces personnes n'avaient pas tellement de proches et d'amis, et donc c'est tout naturellement qu'ils se sont dirigés vers le village de Foucreuil, dont le père de Lola était originaire. La grand-mère paternelle de Lola y vit toujours, donc c'est extrêmement naturellement qu'ils se sont dirigés vers cette ville, et ils y ont trouvé un fort soutien. D'abord le soutien du village, du maire du village, qui a été là pour eux, et puis les habitants de Foucreuil ont très vite souhaité rendre hommage à la petite Lola. C'est pour cela que vendredi dernier s'est tenu un hommage assez intimiste dans le village. Vous vous souvenez de ces images, de ces livrets de condoléances qui avaient été signés en la présence des deux jeunes frères de Lola. Donc c'est une famille qui a réellement reçu un soutien très fort, très, très intime, toujours dans un esprit de dignité, de respect. Il n'y a eu, il faut quand même le rappeler, aucune prise
de parole d'élus de tout horizon politique que ce soit. Depuis, on sent bien que les proches, les familles, mais également les autorités locales ont tout fait pour protéger, pour encadrer, pour essayer de rassurer le plus possible la famille de la petite Lola. Voilà, donc toujours ces images et la cérémonie qui va commencer dans moins de 3/4 d'heure maintenant. La foule va pouvoir venir se recueillir autour du cercueil de Lola. Cette foule qui s'est déplacée nombreuse donc après le drame épouvantable qu'a vécu cette famille. Et la mort de cette petite fille qui n'avait que 12 ans. Maître Slama, je me retourne vers vous. On parlait effectivement tout à l'heure du temps long de l'enquête. On ne sait pas s'il y aura un procès. Il va falloir d'abord déterminer si la suspecte qui est actuellement en prison a toutes ses capacités ou pas. Si je résume les choses, comment ça se passe ? Alors, en fait, on essaye de savoir, au moment des faits qui se sont passés, et pas après, au moment des faits qui se sont passés, est-ce que son discernement était soit aboli, soit altéré. Pour dire les choses, si le discernement est altéré, il y a un procès, mais la peine encourue est moins lourde. Je prends un exemple. Si la peine encourue est normalement de la perpétuité, en cas d'altération du discernement, la peine encourue n'est plus la perpétuité, mais simplement, je mets des guillemets à simplement, 30 années de prison encourues. En revanche, si le discernement n'est pas altéré mais aboli, à ce moment-là, on se retrouve dans un cas de figure qu'on avait connu avec l'affaire dont on peut se souvenir, l'affaire Halimi, et on se retrouve à ce moment-là avec une absence totale de procès. Et pour savoir ce qui a pu se passer, on interroge bien sûr la personne, on interroge également les commis en examen et on interroge également les témoins. Par exemple, j'avais vu sur votre chaîne son ex-petit copain qui disait que elle pouvait de plus en plus s'exprimer en disant du charabia, pour reprendre ses mots, en disant également qu'elle avait perdu la boule. Beaucoup de personnes disent que le décès de sa mère a été le facteur déclenchant peut-être d'un changement de son comportement. Et donc, des experts psychiatres vont se pencher sur cette question. Mais avec la difficulté, pour... c'est ce que j'allais dire, c'est que justement la difficulté qu'on a, c'est que d'ailleurs les psychiatres ne sont pas toujours d'accord. Donc on peut avoir un premier psychiatre qui va dire abolition du discernement. À ce moment-là, parfois, le rôle de l'avocat, c'est justement d'aller demander une contre-expertise. On a un deuxième psychiatre qui va dire non, je ne suis pas d'accord, pour moi, il n'y a pas d'abolition du discernement. Parfois, on va jusqu'à 3 expertises psychiatriques distinctes qui ne disent pas toute la même chose. Donc c'est très perturbant pour la famille. Et en dernier lieu, quand ça se passe comme ça, c'est la chambre d'instruction, donc la cour d'appel pour aller vite, qui doit se prononcer sur la question de savoir si oui ou non il y a un procès, sachant que la chambre d'instruction peut décider qu'il y aura un procès et jusqu'au procès, devant la cour d'assises, les jurés et les membres composant cette cour d'assises peuvent décider alors même qu'il y a un procès, qu'il y a une abolition du discernement et que la personne ne peut pas être condamnée, déclarée responsable de ses actes. Anaïs Roth, vous êtes à Lillers avec nous, avec la foule d'anonymes que l'on voit très nombreuses, qui est en train de rentrer dans l'église. Oui, effectivement, plus d'une centaine de personnes qui sont présentes ici. Beaucoup attendent encore de pouvoir rentrer dans cette église qui a donc une capacité maximum de 500 personnes. La commune avait prévu qu'il y aurait du monde, donc on a mis des barrières tout au long de cette collégiale sur ce parking pour que ceux qui ne pourraient pas rentrer à l'intérieur puissent tout de même suivre cette cérémonie qui sera retransmise par des haut-parleurs. Et vous l'entendez très certainement, cette musique qui résonne dans cette commune de Lillers qui marque donc le début de ce temps de recueillement et de bénédiction pour toutes celles et ceux qui souhaitent rendre un dernier hommage à Lola. Je me trouve avec Stéphanie et sa fille Océane qui sont de la commune. Vous êtes toutes les deux de la commune. Pourquoi c'était important pour vous de venir aujourd'hui ? Parce que je pense que tout le monde est concerné en fait. J'ai mon dernier garçon qui a 13 ans et en fait ça peut arriver à tout le monde ce genre de choses. Donc je pense que c'est important de venir se recueillir pour soutenir la famille. Qu'est-ce qui vous touche dans cette affaire, dans ce triste drame ? Tout, je crois. Comment elle a été retrouvée. Et en fait, on se dit, c'est loin. Et en fait, non, c'est tout près, en fait. Et c'est chez nous. Donc, tout le monde est concerné, en fait. Océane, c'est toi qui avais demandé, peut-être avec tes frères, à venir aujourd'hui, c'est ça ? Oui. Pourquoi ? Avec mes frères, on avait besoin de venir. Parce que même si on la connaissait pas, ça nous concerne tous. Je me dis, en fait, ça aurait pu être ma sœur ou même la fille de ma mère et de mon père. Donc, j'avais le besoin de venir, en fait. Et pour montrer à la famille qu'on est là, qu'on les soutient. Même si on les connaissait pas, ça nous concerne quand même tous. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui ? Beaucoup trop d'émotions, on va dire.
Déjà, de la colère envers la personne qui a fait ça parce que ça se fait pas. Et de la tristesse aussi pour la famille parce que ça doit être difficile pour eux. Merci beaucoup à toutes les deux. À l'issue de cette cérémonie, le cercueil de la jeune Lola sera escorté jusqu'au cimetière de Lillers où l'inhumation se fera évidemment dans la plus grande intimité et ça suivra le souhait qu'a exprimé la famille.